Washington vient de recevoir un nouveau « non ». Le Nigeria vient de dire non aux États-Unis, et pas seulement à n'importe quelle politique, mais à un élément central du programme migratoire relancé par Donald Trump. Il ne s'agit évidemment pas seulement de questions de déportation, il s'agit de souveraineté, de respect et d'un changement majeur dans la manière dont l'Afrique choisit désormais d'interagir avec l'Occident. C'est un sujet très intéressant. Il se passe beaucoup de choses en Afrique concernant le déplacement du pouvoir vers la multipolarité et je vais approfondir ce sujet prochainement sur ma chaîne. Maintenant, analysons les détails. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tugar, a fait la une des journaux en rejetant catégoriquement une proposition américaine d'accord de déportation vers un pays tiers. Comme vous le savez peut-être, selon le plan de Trump, les migrants détenus aux États-Unis, qu'ils aient ou non un lien avec le Nigeria dans ce cas précis, seraient expulsés vers des pays africains prêts à les accueillir. Les Eswatini et le Soudan du Sud, par exemple, ont déjà accepté ce plan. Mais le Nigeria a répondu « Nous avons déjà assez de problèmes comme ça ». Et cette phrase en dit bien plus long. Depuis des décennies, les relations entre les États-Unis et l'Afrique suivent un schéma très familier et assez prévisible. Washington fixe les conditions et accorde une certaine aide aux pays africains, ce qui ne fait qu'alimenter la dépendance de l'Afrique envers l'Occident et son assistance, tandis que l'exploitation se poursuit. Et puis l'Occident attend en retour de la conformité. Il s'attend à ce que les pays africains ne cherchent même pas à reconstruire leur souveraineté. Et il ne s'agit pas seulement de conformité, mais en réalité de suivre la ligne de la politique étrangère américaine. Pendant la guerre froide, les États-Unis utilisaient les pays africains comme des outils pour contrer la propagation du communisme. Et après la fin de la guerre froide, les choses ont quelque peu changé. Mais l'objectif n'a jamais été d'aider véritablement les nations africaines à surmonter les conséquences de leur passé, dans la plupart des cas coloniales. Qu'il s'agisse de coopération militaire, de réformes économiques ou, dans ce cas, de contrôle de l'immigration, la dynamique est restée largement à sens unique. Mais le Nigeria vient de briser ce schéma. Il ne s'agit pas seulement de refuser d'accueillir des migrants expulsés. Il s'agit de tracer une ligne rouge contre la politique étrangère transactionnelle que de nombreux pays africains ont acceptée depuis trop longtemps. Le Nigeria ne défend pas seulement ses frontières, il défend son autonomie, son droit de dire non. Et nous voyons de plus en plus de pays s'opposer aux politiques d'intimidation de Trump. L'Inde vient justement de refuser de cesser ses achats d'énergie russe pour satisfaire la Maison-Blanche. Le ministre indien des Affaires étrangères a même déclaré que l'Inde ne permettrait pas que sa politique économique soit dictée depuis Washington. C'était donc une déclaration très intéressante et significative. Le monde est clairement en train de se réveiller. C'est une tendance positive à observer. Maintenant, parlons du contexte. Le modèle de déportation vers un pays tiers de Trump est nouveau. Il a essayé cela en Amérique latine, lors de son premier mandat, comme certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Eh bien, en ce moment, avec un second mandat en cours, il relance l'idée, et cette fois, il se tourne vers l'Afrique. Quel est le plan? Le plan consiste à externaliser le contrôle des frontières, expulser des migrants vers des pays qui n'ont rien à voir avec leur parcours et à utiliser l'aide, le commerce et les accords de visa comme levier. Si cela vous semble familier, c'est bien normal. Le plan du Royaume-Uni avec le Rwanda reposait sur la même logique. Il en va de même pour la proposition de traitement offshore de l'UEMOA. C'est une tendance plus large en Occident. Externaliser les problèmes migratoires et en faire porter les conséquences à des pays disposant de moins de ressources. Mais le refus du Nigeria remet tout cela en question. Voyons pourquoi le Nigeria a choisi de tenir tête au président Trump.
Avec une population de plus de 230 millions d'habitants, le Nigeria fait face à de graves défis tels que l'insécurité alimentaire, le chômage des jeunes, les conflits dans le nord et l'instabilité économique. Ces problèmes sont très similaires à ceux rencontrés par de nombreux pays africains. Le système carcéral nigérien est déjà à 137% de sa capacité. Accueillir des personnes expulsées sans aucun lien légal ou culturel avec le Nigeria ne ferait, sans aucun doute, qu'aggraver considérablement la situation du pays et non l'améliorer. Mais il ne s'agit pas seulement de pression interne, bien sûr. La politique étrangère du Nigeria repose sur ce qu'il appelle les 4 D: démocratie, développement, démographie et diaspora. Ce cadre vise à établir des partenariats qui respectent les priorités nigérianes, et accueillir des expulsés non désirés des États-Unis n'y correspond tout simplement pas. C'est très clair. C'est évident. Maintenant, ne faisons pas semblant de croire que cette décision est sans risque. Refuser les États-Unis, surtout sous Trump, entraîne des conséquences. Le Nigeria est l'un des principaux partenaires commerciaux africains des États-Unis, avec des échanges bilatéraux atteignant près de 10 milliards de dollars rien qu'en 2024. Le Nigeria joue un rôle clé dans le maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme et la diplomatie régionale. Et tout récemment, il a rejoint les BRICS en tant que pays partenaire, ce qui le place en confrontation directe avec les nouveaux tarifs américains visant les États membres des BRICS. Donc oui, ce moment est très chargé politiquement. Mais voici l'essentiel. La décision du Nigeria reflète un réveil plus large à travers le Sud global, et bien sûr, à travers l'Afrique. De plus en plus de pays vers en la population et les nations africaines que appliquent. Des priorités occidentales en échange d'une aide à court terme, qui n'était pas vraiment une aide, c'était juste une petite carotte assortie de conditions ou, au mieux, de promesses d'investissement incertaines. Il n'est donc pas surprenant que de plus en plus de pays africains se tournent vers des partenariats avec la Chine, la Russie, les Émirats arabes unis, la Turquie et l'Iran. C'est une dynamique totalement différente. Et bien sûr, la dépendance envers ces nations va augmenter. Mais elle joue selon d'autres règles. Rappelez-vous les années 1980 et 1990, lorsque les programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale ont paralysé les économies africaines sous couvert de réformes. Ou après le 11 septembre, lorsque tout le continent est devenu une base pour les politiques antiterroristes de l'Occident. Pendant trop longtemps, les nations africaines ont été traitées comme des sous-traitants, partenaires d'externalisation créés dans la crise de quelqu'un d'autre. Et cette époque touche clairement à sa fin. L'Afrique du Sud, par exemple, résiste déjà à la pression américaine sur le commerce et la politique étrangère. Elle maintient des liens avec la Russie et l'Iran, et bien sûr avec la Chine, tout en négociant des accords commerciaux avec Washington. La décision du Nigeria ne fait qu'attiser ce feu. Elle montre à Trump qu'il n'est pas en position de dicter leur conduite aux autres pays. Cette époque est bel et bien révolue. Et n'oublions pas que d'autres puissances observent la situation. La Chine, la Russie, la Turquie, le Qatar, les Émirats arabes unis. Tous étendent leur influence en Afrique à travers des accords, des investissements directs étrangers, du commerce et aussi des ventes d'armes, pour le meilleur ou pour le pire. Et cela se fait sans leçon de morale ni implication politique, d'ailleurs. Pas de conditions, pas d'exigences morales, juste des affaires et de la diplomatie sur des bases mutuellement acceptées. Cela fait une différence. Et oui, ces accords comportent leurs propres risques, bien sûr. Mais pour de nombreux dirigeants africains, ils représentent une alternative au néocolonialisme occidental. C'est pourquoi la position du Nigeria est si importante. Et c'est pour cela que c'est si crucial. Ce n'est pas seulement symbolique, cela remet en question l'idée que les États-Unis peuvent encore acheter la conformité, qu'ils peuvent encore acheter l'obéissance. Cela oblige à s'interroger sur
ce à quoi ressemble un véritable partenariat. Parce que si les États-Unis continuent de traiter la diplomatie comme un marché où l'aide est une monnaie et la souveraineté une marchandise, ils vont perdre du terrain. Ils en perdent déjà à l'échelle mondiale, pas seulement au Nigeria, mais sur tout le continent et bien au-delà. C'est pourquoi une fausse impression de victoire est si importante pour un certain dirigeant du Capitole. Il s'agit de la mise en scène, un spectacle théâtral, et non de la substance. Voici la vérité. Au XXIe siècle, le pouvoir seul ne peut plus garantir la loyauté. Le partenariat, et non la pression, est la nouvelle monnaie de la diplomatie, et le Nigeria vient de le rappeler au monde. Alors que va-t-il se passer maintenant? Les nations africaines suivent l'exemple du Nigeria. Les États-Unis vont-ils repenser leur approche de l'Afrique face à la concurrence croissante d'autres puissances mondiales? Peut-être. Ce serait judicieux de le faire, mais nous ne le savons pas encore. Une chose est très claire. L'Afrique n'attend pas qu'on lui dise quoi faire. Et le Nigeria vient de montrer que parfois, dire non n'est pas un acte de défiance, mais un acte de leadership. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous suis vraiment reconnaissant de m'avoir rejoint pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de me suivre également sur Substack et Patreon, ainsi que sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Vous trouverez les liens ci-dessous. Merci beaucoup et on se retrouve ici demain. À bientôt.